Interviewé récemment, vous l'avez vu son interview à Lyon, oui, il était à Lyon. Avant il venait dans le... Oui, maintenant il est à Toulouse. Comment? Il est à Toulouse. Oui, c'est ça. Donc, comme vous étiez toulousain, mais maintenant il est passé à Lyon. Voilà, Oui. voilà. Donc, Alain, mais lui, vous le considérez comme un astrologue? C'est plutôt un tarologue quand même. Bah, il fait les deux. Il a écrit beaucoup de livres sur l'astrologie, oui. Mais il est très féru d'astrologie aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Et puis qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Un astrologue, franchement, je vous citerai des noms que vous ne connaîtriez pas parce que moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger, au Mexique, aux États-Unis. Ah oui, d'accord, mais ça peut nous dire ça. Ah oui, c'est intéressant. En Asie, donc c'est plutôt des gens que j'ai rencontrés par le biais de mes voyages voilà, chacun a apporté. Moi j'ai participé pendant longtemps à des groupes de développement personnel, mais avant que ce soit la mode, je parle de ça dans les années 80, où on travaillait avec toutes les méthodologies qu'on pouvait acquérir. Donc le chamanisme au Mexique qui est très vivant. Hein. Donc ça c'est un aspect qui me permet aujourd'hui justement, qui m'a permis en tout cas de développer l'aspect médiumnique, l'aspect de perception de l'autre sur d'autres aspects que ces aspects extérieurs, que ce qui est visible sur lui. Hein. D'ailleurs c'est pas une... Voilà, vous comprenez. On retrouve dans les sciences modernes, je pense le chamanisme. Il y a une personne qui s'appelle Madame Jacqueline Bousquet, qui est chercheure au CNRS. On peut trouver son site sur internet, qui explique par la physique quantique les démarches des chamans. Et moi j'ai plus été dans ce sens-là, de la recherche scientifique, qui rejoint les sciences ancestrales. Pouvez-vous nous expliquer brièvement le rapport entre l'application de la physique quantique par rapport au chamanisme ou à la divination, je sais pas. Alors c'est un petit peu complexe, j'aurais peur de dire des erreurs. Non mais il n'y a pas quelques idées fortes Oui, dans les idées fortes, en fait, on est constitué d'atomes et de particules infiniment petites, et on est vibrant de partout. Et ce que les chamans, je veux dire, ont interprété, ont découvert, les physiciens, enfin elle est physicienne, elle est biologiste, voilà, chercheur... les biologistes au CNRS, chercheurs S-Sciences. Docteur S-Sciences. Docteur S-Sciences, et elle a constaté, elle, par la physique, par les petits éléments, ce que donc la science ancestrale avait découvert, et elle confirme par ça. Moi j'ai plus été dans cette recherche-là, et c'est une grande joie de découvrir que ce que vous expliquez c'est le problème de ce qui est fractal, c'est ça? C'est un petit peu ça? Alors je ne connais pas ce qui est fractal. Fractal, c'est-à-dire on accède à la totalité à partir d'un élément. Oui, une information ponctuelle renvoie à la totalité des informations. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, avec la partie qui rejoint le tout. Ça c'est une croyance qui à mon avis est dangereuse parce que parfois les gens ils ne s'informent pas, ils ne prennent pas le temps de s'informer, ils prennent une chose, ils prennent un détail et ils extrapolent à partir de ça. Oui, alors après il faut avoir des connaissances pour pouvoir faire ça, il faut être savant. Non mais aucune extrapolation n'est totalement infaillible, hein. De toute façon, on peut pas se dispenser de s'informer. Elle est subjective. Non, là, moi je connais mal tout ça, donc ce que je voulais préciser, non mais c'est très intéressant, c'est de savoir que les scientifiques de haute volée reconnaissent l'astrologie, reconnaissent des sciences comme le Yikin. Je pense, elle l'a pas dit pour le Yikin, évidemment, je ne veux pas m'avancer avec ça, mais l'astrologie, je sais qu'elle le reconnaît. Il faut aller sur le site de Jacqueline Bousquet. Elle fait quelque chose en faveur de l'astrologie dans son site. C'est pas systématiquement l'astrologie, mais elle utilise j'ai pas très bien compris, excusez-moi d'insister, j'ai pas très bien compris ce qu'elle apportait. Alors là, comment elle s'y prend pour justement justifier sa reconnaissance de ces domaines? Elle utilise les atomes, et ce que font les atomes, et la biologie, si vous voulez. Elle observe la biologie, elle observe, par exemple, que l'être humain, il est déjà biologique. Mais ça ne justifie pas, ça peut justifier le principe général de l'astrologie, ça ne justifie pas toute la tradition astrologique telle qu'elle s'est développée, telle qu'elle est devenue, voyez-vous. Il y a une différence entre fonder un principe général, une idée générale, et justifier la pratique et le savoir existant. Bien sûr.
Alors, elle explique très bien, allez sur son site, parce que je ne préfère pas, je ne suis pas moi-même Oui. biologiste, et en plus c'est quelque chose que j'ai étudié il y a une dizaine d'années, mais elle explique très bien. Eh ben, on verra, d'accord. Oui. De toute façon, il y a une émulsion, c'est vrai, de tout ce qui est de ce domaine-là, c'est-à-dire de la physique quantique. En ce moment, surtout aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est nouveau, la physique quantique, qui est en train de prendre une explosion. Et il faut faire très attention parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui essayent d'accaparer ça. Oui, c'est pour Ouais. ça, c'est pourquoi Il je faut être très méfiant. C'est tellement compliqué la physique quantique de comprendre comment fonctionnent les atomes, les énergies. On jette un ballon en l'air, il y a le fameux livre là, que sommes-nous vraiment, que j'ai vu. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde. Par contre, ce qui est à la portée de tout le monde, c'est de se rapprocher à des wagons. C'est-à-dire, par exemple, Jung a écrit sur le Viking. Hein. Ben, vous entendrez des gens qui font de la tarologie ou du Viking dire, finalement, Jung a cautionné le Viking. Bien sûr, il a cautionné aussi l'astrologie. Est-ce que écrire une préface sur un livre, c'est cautionner quelque chose? Je ne crois pas. Ça dépend ce qu'il met dedans. Jung a écrit beaucoup de choses. Il a écrit sur la chimie, il a écrit sur les symboles, il a écrit sur énormément de facteurs. Oui, il a développé notamment la idée de synchronicité, Voilà. mais même si cette synchronicité est là, ça ne justifie pas les traités d'astrologie. Exactement. Ça justifie qu'ils sont sur un principe qui est valable, mais ça ne veut pas dire que... Est-ce que Jung, aujourd'hui, accepterait de rentrer dans le cabinet d'un astrologue ou d'un praticien du Viking et de dire, ce gars-là, finalement, il est aussi capable que moi d'aider une personne à... Je ne pense pas. Je crois que c'est... Jung a dit que l'astrologie, je ne retrouverai pas dans quel ouvrage, mais il a écrit que l'astrologie est un outil vraiment fabuleux pour accompagner. Il a dit surtout que l'astrologie était une chose très intéressante quand on était bloqué dans une recherche. Donc ce n'est pas une base de travail à proprement parler, c'est quelque chose qui peut aider dans un cheminement, et surtout quand on ne sait plus très bien où aller. Comme déjà vous parlez des thérapeutes, c'est une solution de remplacement, je dirais, en cas où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait. C'est un outil comme beaucoup, on est tous complémentaires, je veux dire. Non mais je veux dire qu'il ne met pas au centre de sa thérapie, il ne met pas au centre de sa thérapie. Là des fois il y a des confusions qui se font par rapport à toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'on veut rapprocher les choses et que à un moment donné, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire que chacun a son domaine, les scientifiques sont dans leur domaine, les médecins sont dans leur domaine, les voyants sont dans leur domaine, les astrologues sont dans leur domaine, et les chamans sont dans leur domaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous dans le même domaine qui est celui du vivant. Bien entendu, on participe tous au vivant. Donc, évidemment, on peut faire plein d'extrapolations et dire à un moment donné, on se retrouve. Mais par exemple, pour donner un exemple un peu idiot, imaginez par exemple que vous ayez une panne de voiture, vous sortez et vous poussez la voiture. Mais ça ne fait pas partie de la voiture, c'est un truc qui vient parce qu'on est bloqué et on est obligé de trouver un relais. Par exemple, si par exemple, un escalier mécanique est en panne, vous montez l'escalier. Voilà. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans le fait que votre activité, la physique quantique, l'astrologie, tout ça, soit différent, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est qu'on a tous une place et que, même en tant que personne, apparemment, un astrologue et un autre vont agir différemment. Quelqu'un qui pratique le Yiking et une autre personne va agir aussi différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut tous avoir à un moment apporter quelque chose pour aider les gens. C'est une démarche différente qui se rejoint quelque part, mais c'est vrai que on peut pas il tous ne faut pas aider. trop vouloir mélanger. Voilà. C'est-à-dire que de la même manière que vous allez faire votre marché et vous avez besoin pour votre repas de poires, de pommes, de fromage, etc. Dans votre vie, vous pouvez avoir besoin à un moment donné d'un médecin parce que vous avez une douleur, vous pouvez avoir besoin d'un psy parce qu'il vous arrive un truc que vous n'arrivez pas à surmonter, vous pouvez avoir besoin d'un voyant parce qu'à un moment donné vous êtes perdu. Et que, ou pas perdu, parce qu'il y a des gens très équilibrés qui sont des voyants. Il n'y a pas que des gens qui vont pas bien, il y a des gens qui vont très très bien. Et qui croient à ce savoir, qui donnent de la considération à ce savoir de par leur expérience. Et aller voir un voyant, et puis à lui demander, aller s'informer, tiens, vous, qu'est-ce que vous avez à m'apporter par rapport
à ma vie, par rapport à mon existence. Mais ça n'est jamais qu'on n'est jamais qu'une partie d'une globalité de prestations possibles dans la vie. Mais je trouvais intéressant de faire cette parenthèse que certaines personnes vont dire ah oui, non, les astrologues ou les voyants, c'est des bêtises, tout ça. Mais il faut voir comment c'est pratiqué et qu'est-ce qu'on apporte. Et très souvent, on apporte, enfin moi j'ai l'impression d'apporter beaucoup, je le vois bien quand les gens s'en vont. Et c'est pas forcément une démarche qui paraît, par des scientifiques, qui paraît carrée. Et pourtant, voilà, c'est humaine, c'est sur l'idée qu'on apporte aux gens, évidemment, sinon on ne serait pas là. Oui, évidemment. On a un rôle social, et on a même un rôle, bon, le terme ne nous appartient pas, on n'a même pas le droit de l'utiliser normalement, mais même on a un rôle thérapeutique. Bien sûr. Évidemment. C'est ça que voilà. C'est ce que vous le dites, parce que vous le disiez, je pense. Oui, non, mais si on veut avoir des problèmes avec les thérapeutes, c'est ce genre d'argument qu'il faut sortir. C'est-à-dire qu'on n'est pas formé. Et on n'a pas le droit. Mais comme vous avez eu une formation, vous, quelque part. Oui. Moi, je n'ai pas. Non, mais Madame Ruckel, vous en avez dit au début de votre Oui, j'ai une formation en développement personnel, mais j'utilise tellement l'astrologie et j'utilise aussi les tarots, et je vois que monsieur, c'est un vrai thérapeute à mes yeux. Moi, j'ai fait un travail sur moi, mais moi, vu ce qu'il a dit, je veux insister là-dessus, parce qu'il y a justement ce conflit entre les thérapeutes et les reconnus, et c'est quelque chose qui est important. Alors, voilà. Et si j'ai pas les outils nécessaires, vous voyez, tous les bouquins là, les outils informatiques adéquats, etc., c'est même pas la peine, c'est tellement harassant comme travail. Tous les ans, je reprends mon Wiking et je le retravaille. Et ça, c'est votre site alors? Alors ça, c'est mon site, mais j'essaye d'ouvrir un tirage là. Alors le nom de votre site, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors c'est Miroir de la destinée. Miroir de la destinée. Et on peut faire des... Alors on peut faire un tirage directement sur mon site. Et moi je vais recevoir ça. Alors là par exemple, j'ai la question en haut, que puis-je attendre sur le plan professionnel? Ici à gauche, j'ai l'hexagramme. Il faudrait zoomer, mais je sais pas. J'ai l'hexagramme issu du tirage de la personne, qui est en l'occurrence le 21 ordre au travers. J'ai l'hexagramme opposé, parce que comme je l'explique dans le préambule de mes analyses, savoir ce que n'est pas une situation pour nous aider à comprendre ce qu'elle est. J'ai l'hexagramme nucléaire, alors là on rentre... Ça c'est le troisième en partant de la gauche. Le troisième. Ça, donc c'est une technique qui a toujours existé à Viking pour comprendre le cœur de la situation, ce qui motive la situation, par quoi la situation est déterminée. Et puis ensuite la perspective, c'est-à-dire ici l'examen de situation c'est un potentiel avec des conseils. Le premier. Voilà le premier. Si on suit ces conseils, on peut aller vers cette perspective. D'accord. Voilà. Donc là, on a 4 hexagrammes, situation, opposé, nucléaire et perspective. Ça, avec ça, moi j'ai tout ce qu'il faut pour travailler et pour faire une réponse, donc qui est sous forme d'un écrit de 7 à 8 pages que je vais envoyer à la personne. Voilà. Via Internet. Voilà. Via Internet. Ouais. D'accord. Et ensuite, la consultation se fait par téléphone. Et après, les gens vous appellent. Voilà. Je fais le travail de monsieur. Oui, je vois. Vous avez passé caméraman. J'ai toutes les fonctions. Je vous dis, l'astrologie, ça mène à beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous pourriez préciser d'autre? Profitez. Qu'est-ce que je pourrais préciser d'autre? Toutes ces... par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, ce qu'on disait de Jung et de toutes ces techniques-là, sur la tarologie, le Wiking. Uniquement sur le Wiking, qu'est-ce qui a fait qu'on a assimilé Jung au Wiking? C'est d'abord le fait qu'il était ami avec Richard Wilhelm, qui est le traducteur le plus connu, qui est d'origine allemande, traducteur le plus connu donc, du Wiking. Wilhelm est mort jeune. Richard Wilhelm, donc, qui a traduit le Wiking, est mort à 57 ans d'une maladie qu'il avait contractée là-bas en Chine. Et Jung était en train de travailler sur ce Wiking, il découvrait pas mal de choses, il s'apercevait qu'il y avait beaucoup de choses qui l'intéressaient, qui l'interpellaient.
Et à l'enterrement de Wilhelm, quand il a parlé du travail qu'avait fait Richard Wilhelm en Chine, etc., de son travail de traduction sur le Viking, etc., pour la première fois, il a mentionné le terme de synchronicité. Parce que ça faisait des années qu'il réfléchissait, il ne comprenait pas. C'est-à-dire que comment on peut comprendre qu'en jetant des pièces en l'air, je pose une question et je jette les pièces en l'air et j'ai une réponse à ma question. Donc en fait, c'est cette idée de Jung qui est quand même majeure dans sa démarche aurait été... c'est formel, c'est officiel. Ah oui, d'accord. Apporter au du Viking, quoi. C'est-à-dire qu'il cherchait comment expliquer comment, en jetant des pièces en l'air, on pouvait avoir des réponses à des questions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique là-dedans. Non. Voilà. Donc il ne pouvait pas parler d'irrationnel. Donc il a inventé un mot qui s'appelait la synchronicité. Donc entre le fait, l'énergie qu'on met dans les pièces au moment où on les tire pour poser une question et la réponse qu'on a, il y a un phénomène d'écho. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. De la manière que quand on pense à une personne, la personne vous téléphone. Oui. Voilà. Ce terme-là a été employé pour la première fois lors de l'enterrement de Richard Wilhelm en Allemagne, parce qu'il fallait à tout prix que Jung explique le travail de Wilhelm, et donc le Viking, et qu'il n'avait toujours pas... C'est là-dessus qu'il coinçait, il trouvait le Viking. En fait, si je comprends bien, le terme synchronicité a été utilisé plutôt pour justifier le Viking que l'astrologie. Oui. Les astrologues l'ont récupéré, et les tarologues aussi. Mais en réalité, la synchronicité chez Jung, c'est véritablement pourquoi le fait de faire quelque chose à un moment donné fait sens. Voilà, alors que les astrologues, c'est plus complexe que ça. Et puis en plus, c'est pas les astrologues eux-mêmes qui font. Eux, ils ont récupéré ça. C'est plus la synchronicité entre ce qu'on fait et ce qui se passe. C'est une synchronicité entre les astres et nous. Donc c'est un autre plan. Oui, mais l'origine du terme vient de là. Voilà, c'est intéressant. Je vous dis, bon, Donc il a fait un tirage du Viking et il est tombé sur l'hexagramme 50. Alors ça vous dit rien, mais le 50 c'est le chaudron. Ah oui, le chaudron c'est l'hexagramme qui exprime le mieux ce que sont les transformations dans le Viking. C'est-à-dire que dans un chaudron on met tout un tas de choses qui les unes différenciées des autres. C'est le creuset. Voilà, c'est le creuset exactement. Melting voilà. pot. Voilà. Donc on met là-dedans, généralement c'était des offrandes pour les défunts, des produits, et puis ça va donner un goût unique. Et c'est le principe même de la transformation, c'est-à-dire qu'on transforme tout un tas de produits différents les uns des autres pour faire un goût commun, pour faire quelque chose de commun. Et donc, ça fait beaucoup penser à la psychologie quand même. C'est-à-dire qu'une personne, elle est faite d'une multiplicité impressionnante d'expériences, de choses qui l'ont fabriqué différentes. Et on va essayer de croiser tout ça pour à un moment donné l'aider à trouver une sortie, à trouver une issue, à trouver un chemin. Et Jung, quand il a consulté le Viking, il est tombé sur cet hexagramme. Mais comme tous les gens qui consultent le Viking encore aujourd'hui, en 2011, il est tombé sur ses fesses, comme on dit en français. C'est-à-dire qu'il a été impressionné, il a dit comment c'est possible que, juste en jetant des pièces en l'air, on me réponde d'une manière aussi évidente, aussi absolue et aussi approfondie à la fois. Parce que le paradoxe, monsieur Sarfati, c'est que c'est à la fois ce qui lui parle à lui, mais c'est quelque chose qui n'est pas que pour lui. Non. C'est ça le problème. C'est une notion qui est appropriée à ce moment-là à la personne, mais qui pourrait correspondre qui correspond forcément à d'autres personnes, à d'autres moments. Et ça, souvent, les astrologues ne comprennent pas qu'un même concept puisse correspondre à des personnes différentes ou à des situations différentes. Oui, mais c'est vrai. C'est ce que j'appelle moi l'abstraction. C'est-à-dire que c'est quand même quelque part. Pour avoir une valeur universelle, il faut quand même arriver à une sorte de quintessence. C'est-à-dire que ça peut pas. C'est à la fois très personnel et c'est pas vraiment personnel. Non. C'est évidemment, on a 64 possibilités de situations type, des situations archétypales dans le Viking. Forcément, on partage beaucoup de choses, les êtres humains.
Donc pourquoi on ne partagerait pas aussi sur le plan psychologique beaucoup de choses? Ah ben bien sûr, mais d'ailleurs en psychologie, pour revenir à des éléments, des choses élémentaires en psychologie, la personnalité se construit par rapport aux autres et à travers les autres. C'est ce qu'on repère chez les autres qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes et de mieux découvrir ce que nous sommes. Oui, et puis ensuite le travail de celui qui est d'analyste de Viking, ça va être justement de faire ce boulot qui est un boulot voilà, qui demande beaucoup de temps et de travail et de se plonger dans les textes, etc., de faire une lecture trait par trait. Et donc là, il va personnaliser son analyse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va dire à la personne qui a consulté, vous êtes plutôt désigné par cet aspect-là de l'hexagramme, ce sens-là de l'hexagramme. C'est-à-dire qu'un hexagramme a 10 000 sens. Hein, chaque hexagramme a des milliers de sens différents. Mais on peut préciser de par la lecture des traits et dire à une personne, par exemple, je sais pas, prenons un exemple tout bête, moi je peux savoir, sans même avoir eu la date de naissance de la personne, sans l'avoir eu au téléphone, rien du tout, uniquement par son hexagramme que je reçois sur internet, à qui j'ai affaire. Parce qu'en analysant les traits, je peux dire j'ai affaire à une personne divorcée, et je ne me trompe pas. Je vous garantis. Et mais là, effectivement, là, c'est vraiment le tirage de la situation. Alors que dans le problème de l'astrologue, c'est qu'il a un thème qui la personne qui est son thème depuis toujours, et donc il ne peut pas dire à ce moment-là la personne est divorcée. Puisque par définition, elle a pu divorcer ou elle va peut-être divorcer un jour. Ouais. C'est ce que là, vous avez, c'est comme l'astrologie, ce qu'on appelle l'astrologie horaire. Hein, ouais. Donc on fait le thème du moment de la consultation. Et d'ailleurs, probablement l'astrologie au départ, c'était aussi une astrologie horaire en fait. C'est pas une astrologie natale. Là, c'est l'analyse des traits qui fait que, par exemple, une personne qui me demande où en suis-je sur le plan affectif ou que puis-je attendre sur le plan affectif et sort un hexagramme, admettons par exemple 21 mordre au travers avec un trait qui se mute à la 3e place, moi je sais que c'est quelqu'un qui est en crise et par l'approfondissement de l'analyse, je peux clairement comprendre que la personne en question sort d'une rupture. Parce que le 21, c'est une rupture déjà au départ. Donc là, vous commencez à travailler quand même sur les 60... Vous avez dit qu'on pouvait multiplier, mais quand même, finalement, la base, c'est quand même les 64... Les 64 mais c'est l'analyse de chaque... Oui, donc trait. Finalement, quelqu'un qui connaît les 64 hexagrammes et qui connaît un petit peu comment analyser les traits, mais même si on ne fait pas l'analyse des traits, c'est pas complètement faux non plus. Non, mais ça va rester vague. Oui, mais non, mais c'est quand même, ça reste valable. Parce que je veux dire que on passe pas du vrai au faux. On passe, on précise. On précise, voilà. Hein, le trait va si c'est fractal, ce qui est fractal, ça veut dire que ce qui est moins précis n'est pas en contradiction avec ce qui est plus précis. Non, un hexagramme définit une multiplicité de choses. Par contre, l'analyse trait par trait va nous permettre de vraiment préciser et de dire à la personne, c'est à toi que cet hexagramme s'adresse et c'est par ce trait-là qu'il s'adresse à toi. Donc au départ, on va vers le général, oui. Et après on décortique l'hexagramme. Voilà. Et de proche en proche, on arrive à des choses de plus en plus. Juste un exemple très rapidement. Non, on a du temps, on a encore 20 minutes. D'accord. Donc, juste très rapidement, j'ai travaillé, on m'avait demandé de faire, un stage de hiking, et c'était une dame qui me consultait, qui était médium, qui était du côté de Nancy, bon, elle m'avait consulté plusieurs fois et je la trouvais sympa, et puis elle avait toujours été correcte. C'est une dame assez âgée, peut-être? Une dame assez âgée, ouais. C'est pas Madame Solange la crevasse Prandy, parce que j'en connais pas mal de gens par là. Non, je dirais pas son nom. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, elle m'a proposé de venir faire un stage de hiking elle proposait un stage de médiumnité où il y avait un petit peu plusieurs pratiques qui étaient proposées. Et moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai été étonné par le comportement des gens. C'est-à-dire que je les ai trouvés sectaires. C'est-à-dire qu'ils avaient des visions sur les gens et sur les choses qui me semblaient... bon, par exemple, quand on parlait des voyants, ils avaient une conversation sur la voyance, ils disaient « Ah, mais celui-là, c'est une grande pointure ». Moi, je dis, c'est absurde de dire ça. Parce que dire d'un voyant, par exemple, « Ah, mais celui-là, c'est une grande pointure ». Hein, et après, vous allez vous plaindre de l'autre côté que la voyance n'est plus un aspect commercial démesuré et qu'il y a des voyants qui se font payer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, à un moment donné, au prix de la prestation. Hein. Donc, mais
quelque part, tant qu'il y aura des gens pour dire celui-là il est exceptionnel, celui-là machin, voilà, il sort du commun, etc. Voilà, vous allez cautionner cet état de fait. Oui, oui. Donc ce que vous dites est très intéressant parce que ça reprend le problème de ce qu'on appelle l'astrologue et l'outil astrologique. C'est vrai qu'il ne faut pas que l'astrologue fasse oublier l'outil. C'est-à-dire que si l'outil est performant, par lui-même, le mérite de l'interprète est moindre. C'est ce que je veux dire. Si vous avez un bon outil, si vous avez une voiture qui marche très bien, il ne faut pas un mérite spécial pour la conduire. Non. Maintenant, si vous avez une voiture qui marche plus ou moins bien et qui a des problèmes, là, il faut être très très vigilant, il faut être très malin, etc. Voyez-vous. Donc, ce que vous êtes en train de dire, moi, ça me parle comme ça, c'est-à-dire que, au bout du compte, mettre l'accent sur la qualité du praticien, c'est un peu minimiser la qualité de l'outil. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut passer par ce praticien pour accéder à ce savoir, alors qu'on pourrait accéder à ce savoir par l'outil lui-même. Bien sûr, ou même par soi-même. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ça aussi le problème, l'excès de professionnalisation de ces disciplines. Voilà. Donc bon, ces gens-là, j'ai trouvé qu'ils avaient donc des comportements assez sectaires. Et puis bon voilà. Donc ensuite, lors de stage lui-même. Bon, moi, comme j'utilise beaucoup de bouquins, vous l'avez vu à mon cabinet, je me suis mis sur une table, je me suis assis derrière une table pour pouvoir présenter les différents bouquins, etc. Et donc expliquer leurs origines et comment les utiliser. Et ça a choqué les participants parce que le fait que je me mette au-dessus d'eux, assis sur une chaise, alors qu'eux étaient assis autour de moi, par terre, au sol, ça les a choqués en disant celui-là il se prend pour Confucius parce qu'il parle de Confucius, etc. Donc j'ai été rejeté par la majorité du groupe parce que j'avais soi-disant des comportements hautains, etc. Et que j'étais un intellectuel plus qu'un spirituel, comme s'il y avait une contradiction entre le fait de mettre de l'intelligence à la pensée et que ceux qui, vous comprenez, entre nature et culture, on en est toujours à ce même point, c'est-à-dire que finalement dans ce milieu, on peut avoir des médiums qui sont très... c'est pas un jugement, mais enfin qui peuvent être très minimalistes dans leur façon de penser, hein, très simples dans leur façon de penser, et qui peuvent être très efficaces. Mais ce qui est dangereux, c'est d'en faire une généralité. Hein, tous généralité. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un métier aussi rationnel que le nôtre, et puis avoir... une formulation de la pensée correcte, voilà. Il n'y a pas une contradiction, il faut arrêter avec ça, voilà. Donc là, ça a choqué en l'occurrence ces gens-là, ce monsieur, c'est plus un intellectuel qu'autre chose, etc. Bon, bref, donc il y a eu des pressions qui se sont créées, et à un moment donné, j'ai vu que ça ne convenait pas, que ce que j'apportais était trop technique par rapport à ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire qu'ils attendaient, on est tous de l'énergie, on monte vers le ciel, etc. Ce genre de choses-là. Je ne suis pas là pour juger ce que font les autres, mais c'est pas ce que j'apporte moi. Donc j'ai dit, bon, mais très bien, basta, hein, je vais pas me taper la tête contre les murs, on s'en tient là, ça ne nous intéresse pas, c'est pas grave, ça intéressera d'autres. Et j'aurais proposé de les prendre individuellement, et non pas en groupe. Et je les ai pris individuellement. Ils étaient 20. Hein. Ils ont chacun fait un tirage de King et je leur ai fait une lecture de tarot. Sur 20 personnes, 18 ont eu le même hexagramme. 18. Et 18 ont eu le fameux hexagramme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le travail sur ce qui est corrompu, poison. C'est-à-dire que ça confirmait ce que je leur avais dit, c'est-à-dire que c'était pas par hasard s'ils étaient dans une structure sectaire. Mais alors finalement, donc vous les avez vus un par un, et est-ce que ça leur a parlé à chacun? Ah oui, c'est-à-dire qu'à chacun, je leur ai dit, mais pourquoi vous me sortez cet hexagramme? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui fait que... Pourquoi il y a cette douleur? D'ailleurs, vous abondez dans mon sens, je pense que les gens qui se réunissent dans un groupe donné pour avoir certaines connaissances ont des points communs entre eux. Ouais. Et ont des itinéraires communs, et ils ont des problèmes communs. Ouais. Donc il y a le savoir, on veut acquérir ce savoir, mais c'est pas neutre. Il y a souvent beaucoup de points communs, beaucoup de problèmes qui sont en commun. Oui. Ben oui, moi j'ai fait de thérapie comportementale et cognitive pour des raisons personnelles, pas en tant que... Et j'étais avec des médecins, j'étais avec des profs, j'étais avec des gens issus de tous les milieux sociaux, mais on avait effectivement des points communs. Hein, la douleur, on partageait une douleur commune. C'est-à-dire quand quelqu'un entre dans un groupe et qui n'a pas ce profil, il est rejeté
même s'il a la même approche, même s'il a le même intérêt pour ce domaine, il est rejeté parce que quelque part les gens sentent qu'il n'est pas comme eux. Voilà, exactement. Et que non, qu'il n'en attend pas la même chose. Ben, c'est-à-dire que, évidemment, ma technique par rapport à un médium qui va faire que observer les gens, les regarder dans les yeux et puis leur dire vous êtes de l'énergie, à un moment donné toutes les énergies se rejoignent, etc. Libérez-vous, soyez vous-même, etc. Tout ça, ce sont des valises, pour moi, ce sont des valises vides. C'est-à-dire qu'on peut dire ça à n'importe qui, et ça a toujours de la valeur. Voilà. Moi, ce que je propose est beaucoup plus technique, ça demande un travail élémentaire, même si c'est pas énorme, mais en tout cas il y a un travail élémentaire, c'est pas uniquement s'asseoir et attendre. Donc, et puis ça demande aussi une prise en charge de soi-même. C'est ça l'aspect intéressant du Viking, c'est que le Viking ne déresponsabilise pas la personne de sa propre vie. Il est hors de question de dire à une personne, tiens voilà ce qui t'attend, bonne chance. Non, c'est voilà où tu en es dans la vie, et puis tu as tel potentiel, essaye de te motiver et d'aller dans ce sens-là, d'abonder dans ce qui est bon pour toi, de ce qui te convient, de ce que tu sais faire, et tu auras tel résultat. Mais si tu ne fais rien que tu attends chez toi, les résultats seront nuls. Vous comprenez? La voyance, c'est il va t'arriver ça. Dire que est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je regarde avec les cartes. Oh oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a à faire, la personne? On peut lui donner quelques conseils, on peut lui dire vous pouvez sortir en discothèque, vous pouvez aller sur internet, vous pouvez, voilà, des choses comme ça, mais finalement qu'est-ce qu'il a à faire à part entre guillemets attendre? Pas grand chose. C'est ce que je disais moi, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que je voulais pas être trop précise et je donnais les grandes lignes. C'est justement l'intérêt du Viking. Voilà, qu'avec le Viking, on va rentrer dans la complexité de la personnalité de la personne. Pourquoi au moment où elle vient nous voir, elle n'a toujours pas rencontré quelqu'un et pourquoi elle se retrouve dans ce sentiment d'isolement, en tout cas, où elle le vit mal. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Moi, je me retrouve un peu dans votre démarche. C'est beaucoup plus intéressant. Et les gens sont beaucoup plus contents parce que on leur apporte du vrai travail, c'est-à-dire qu'on leur dit, là maintenant, il faut vous prendre en main. Et par exemple, vous avez une tendance à vous replier sur vous-même, à souffrir d'un complexe d'infériorité, soit vous allez voir un thérapeute et puis vous réglez avec un thérapeute, ou si vous ne le sentez pas comme ça, allez voir un magnétiseur ou faites un travail sur vous-même. Vous faites partie de la famille des passeurs, ce que je disais au début de cette interview, qui accompagnait les personnes avec un outil assez performant d'ailleurs. Moi, je ne crois pas au déterminisme. C'est-à-dire que je ne crois pas que la vie soit déterminée. Si la vie était déterminée, ben, malheureusement, on n'aurait rien à faire. On aurait juste... voilà. C'est-à-dire que les choses qu'on mange viendraient à nous. Voilà. Si on ne se levait pas tous les matins pour aller gagner notre pain et pour aller à l'épicerie et faire nos achats, on n'aurait rien à manger le midi. On a quand même des potentiels qu'on exploite à la naissance. Donc on retrouve ça dans l'astrologie. On a un potentiel, des capacités. Des choses nous sont données. Voilà. Mais certaines personnes vont avoir un potentiel qu'ils ne vont pas exploiter. Et d'autres qui n'avaient pas ce potentiel-là vont surpasser une autre personne qui aurait pu si elle avait exploité son potentiel. Pour un exemple tout bête, le soleil est là, l'énergie solaire est là, on peut choisir de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter. Voilà, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir comment la personne, si elle va vraiment saisir l'opportunité. Alors ça, est-ce qu'on peut toujours le voir? On peut l'aider et l'accompagner. C'est ce que je trouve un petit peu limité à la voyance, c'est que dire aux gens, voilà, il va vous arriver ça, et puis ensuite, au revoir, on raccroche le téléphone, etc. Mais c'est laisser les gens dans leur désarroi. Ça les a calmés le temps de la consultation, mais ensuite, on les laisse dans leur désarroi. Alors, dites-nous quelques mots de conclusion, M. Sarfati, parce qu'on va se séparer. Uniquement que le Viking mérite à être connu, que non seulement c'est un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil de perception de ce vers quoi on va dans tous les domaines, qu'on peut préciser ou en général, et que c'est dommage qu'il est toujours collé à lui cette image de complexité, de choses de livres qui soient uniquement dédiés à des gens plutôt intellectuels, lettrés, etc. Voilà. C'est un livre pour tout le monde qui a été créé par des paysans, donc c'est loin d'être quelque chose fait pour des grands penseurs.